אנחנו הולמים באויבינו בעוצמה חסרת תקדים. אני מדגיש, זאת רק ההתחלה. אויבינו רק התחילו לשלם את המחיר. ואני לא אפרט מה שיבוא בהמשך. Avec sa naissance en 1948, l'État hébreu connaîtra de multiples défis au sein d'une existence troublée par de nombreux conflits avec ses voisins arabes. Comment un pays, 4 fois plus petit que la Guyane, avec la population de la Suisse, a-t-il réussi à inspirer la haine, l'admiration et le dégoût? Ayant un territoire plus que modeste, Israël doit composer avec plusieurs éléments. Les populations arabes palestiniennes n'ayant pas choisi le chemin de l'exil, subissant une colonisation jugée disproportionnée, ses voisins arabes hostiles et ses propres problèmes internes. Alors que l'invasion de la bande de Gaza par Tsahal provoque une vague d'indignation à l'échelle mondiale, plongeons-nous donc dans l'histoire particulière de l'Israël moderne. Les premiers fondements de l'État juif remontent au XIXe siècle, quand l'espérance d'un retour à Jérusalem commence à faire son apparition. Seuls 25 000 juifs sont présents dans la ville, une communauté modeste, majoritairement pauvre et orthodoxe, ne se reconnaissant pas dans le mouvement sioniste. En 1896, le juif hongrois Theodor Herzl, juriste et journaliste, souhaite trouver une solution moderne aux problèmes juifs, selon ses dires. Il sera l'un, si ce n'est le fondateur de l'idéologie sioniste, postulant que le peuple juif a le droit de réclamer l'autodétermination en terre d'Israël, la Terre Sainte. Lors de Balfour, ministre britannique des Affaires étrangères, déclare, ouvrez les guillemets, que le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est en réalité une stratégie visant à s'attirer la faveur des 12 millions de juifs mondiaux, surtout ceux de Russie et des États-Unis. La fin de la Première Guerre mondiale marque le début du mandat britannique en Palestine, qui est acté en juillet 1922 par la Société des Nations. C'est à partir de cette période que les premiers grands mouvements d'immigration commencent, ce qui ne sera pas sans causer des conflits avec les populations locales qui voient d'un mauvais œil un afflux aussi massif d'individus. À Jaffa, puis dans toute la Palestine par exemple, 200 personnes sont tuées dans chaque camp dans des affrontements sanglants. Entre-temps, les mouvements de population et les conflits continuent, jusqu'à ce qu'un événement majeur vienne tout chambouler. La Seconde Guerre mondiale éclate, et en à peine 6 ans, la Shoah, catastrophe ou anéantissement en hébreu, aura décimé 40% des Juifs de la planète, pour un total macabre de 6 millions de morts. De cet événement dramatique naît la volonté de surmonter cette catastrophe par l'instauration d'un État hébreu. Le sionisme gagne donc une légitimité avec l'importance des crimes nazis. Dès lors, entre 1945 et 1948, tout s'accélère très vite. En août 1945, Ben Gourion lance un appel à la lutte armée contre les Anglais. L'Irgun et les groupes Stern commettent une série d'attentats et d'attaques sur un camp britannique à Atlit et dans l'hôtel King David de Jérusalem. En novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine entre l'État juif et l'État arabe palestinien, partage vivement critiqué par la Ligue arabe. Le 9 avril 1948, des combattants de l'Irgun massacrent le village de Deir Yassin, hommes, femmes et enfants, soit 150 personnes dans ce qui sera considéré comme l'Oradour palestinien. Il aura donc fallu 50 ans de circonstances tout à fait remarquables pour que le projet sioniste aboutisse. La résistance des Palestiniens, la lassitude des Anglais et l'impuissance du monde arabe ayant accéléré le processus. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame devant le Conseil d'État provisoire l'indépendance d'Israël, la décision de l'Angleterre d'abandonner son mandat accélérant l'initiative. Les populations arabes, terrorisées par le massacre de Deir Yassin, la prise de Tibériade, d'Haïfa et de Jaffa, décident de prendre le chemin de l'exil. Dès le lendemain, le 15 mai, la première guerre israélo-arabe est lancée. Le rapport de force, en apparence déséquilibré, avec seulement 79 000 combattants juifs contre 150 000 combattants arabes, sera toutefois compensé par la mauvaise préparation et coordination de la coalition. En septembre 1948, un commando du groupe Stern assassine le comte Bernadotte,
médiateur des Nations Unies, qui proposait un plan qui réduisait fortement le territoire juif lors du partage onusien. Le même mois, un gouvernement arabe palestinien est proclamé à Gaza. Israël refuse catégoriquement les propositions de l'ONU concernant le retour des Arabes palestiniens et prend en mars 1949 le contrôle du sud du Negev et du port d'Aqaba, donnant un accès à la mer Rouge. Le 14 octobre 1953, un autre massacre est commis par l'armée israélienne à Kibia, commandité par Ariel Sharon. En 1956, la nationalisation du canal de Suez par Nasser déclenche une crise mondiale, aboutissant à une deuxième guerre israélo-arabe. En octobre de la même année, l'opération Kadesh est lancée contre l'Égypte. Les parachutistes de Tsahal prennent le contrôle de Mitla. La bataille de Bir Galgafa opposera les blindés égyptiens avec ceux israéliens. Israël, la France et le Royaume-Uni ont donc la porte ouverte vers le canal. Toutefois, les Anglais et les Français, isolés sur le plan international, subissent une pression simultanée de l'URSS et des États-Unis pour stopper le conflit. Ainsi, né dans des conditions plus que dramatiques en 1948, l'État hébreu connaîtra des débuts difficiles et l'armistice ne calmera pas les tensions. Le 5 juin 1967, l'armée israélienne, subissant le blocus du détroit de Tiran et du port d'Aqaba, lance une offensive contre l'armée égyptienne dans ce qui sera la guerre des 6 jours. Tsahal détruit successivement la majeure partie du potentiel aérien égyptien et s'enfonce dans le Sinaï. La fin des combats est officiellement actée le 9 juin 1967. Israël s'empare de Jérusalem et défait les troupes syriennes. L'annexion de Jérusalem est une nouvelle fois condamnée par la communauté internationale, qui vote en novembre 1967 la résolution 242, exigeant le retrait des forces israéliennes des territoires occupés lors du conflit de juin. Dans le même temps, des attentats sont commis par divers groupes armés palestiniens sur le territoire occupé, et en juillet 1968, la charte de l'OLP appelle à la lutte armée en vue de libérer totalement la Palestine. En 1972, l'attentat des Jeux Olympiques de Munich provoque la mort de 11 athlètes israéliens. Et en 1973, l'Égypte passe à l'offensive. La guerre du Kippour est lancée. L'armée franchit le canal de Suez et prend par surprise Tsahal. Israël, pour la première fois depuis sa courte existence, ressent les faiblesses de son armée. Malgré une victoire militaire, l'État hébreu décide de signer l'accord du kilomètre 101 qui acte le retrait des troupes militaires israéliennes du canal et leur remplacement par des troupes de l'ONU. Les tensions ne se calment pas pour autant, surtout avec le début de la guerre civile libanaise en 1975, qui durera 15 ans. Toutefois, malgré les conflits globaux, l'option de la paix n'a jamais vraiment été abandonnée. Le président égyptien Anwar el-Sadat est le premier à se rendre à Jérusalem. En 1978, une manifestation pour la paix est organisée à Tel Aviv. Et la même année, les accords de Camp David sont signés sous la médiation de Jimmy Carter, posant les bases d'une paix future. L'Égypte récupère le Sinaï et reconnaît l'État juif. Toutefois, l'assassinat de Sadat en octobre 81 mettra un terme à l'espoir d'une paix durable, d'autant plus que de nombreux pays arabes refusent catégoriquement tout compromis avec Israël. Le 17 mai, un traité de paix israélo-libanais est conclu, mais ne sera jamais vraiment ratifié. En décembre 87, la première intifada, révolte des pierres, rassemble de jeunes manifestants contre Tsahal, qui répriment violemment ceux-ci. L'opinion mondiale commence à se ranger du côté palestinien. En 1993, les accords d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin laissent planer l'espoir d'une paix qui sera finalement abandonnée par l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif. Par la suite, toutes les tentatives de paix vont échouer successivement. L'État hébreu n'hésite pas à provoquer ses adversaires. En septembre 2000, la seconde intifada, dite El-Aqsa, est déclenchée à la suite de la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées. Beaucoup plus violente, elle fera 4700 victimes. Ainsi, né dans un contexte tendu en 1948, Israël se sera imposé contre ses voisins arabes, contre l'avis de la communauté internationale. Toutes les tentatives de paix
ont dès lors échoué, si bien que l'espoir de celle-ci reste mince, encore aujourd'hui.